Bonjour à tous et bon dimanche. Merci de nous rejoindre dans BBC Hebdo pour revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. Et nous allons ouvrir ce journal avec un chapitre judiciaire. Les victimes du régime d'Hissène Habré devront encore attendre. Le procès de l'ancien président tchadien qui s'est ouvert lundi au Sénégal a été ajourné. Il y reprendra le 7 septembre prochain. Hissène Habré, qui est accusé de crimes contre l'humanité, refuse de se défendre devant le tribunal spécial africain qui l'y récuse. 2 avocats ont été commis d'office et ils ont 45 jours pour prendre connaissance du dossier. Leïla Jovi. Déjà lundi, Hissène Habré avait dû être extrait de la salle d'audience numéro 4 du palais de justice de Dakar par les forces de sécurité après avoir créé du tapage et crié « à bas les traîtres » et « à bas les impérialistes ». Ce matin, il a été forcé à comparaître. Muré dans le silence, même quand le président de la Cour s'adressait à lui directement, Hissène Habré est venu sans ses avocats, bien décidé à boycotter le procès. Pour garantir son droit à une défense et un procès équitable, le président du tribunal spécial lui a commis d'office de nouveaux avocats et accordé un délai de 45 jours pour leur donner le temps de préparer la défense. Cette décision fut une grande déception pour les victimes du régime de Hissène Habré. Leurs avocats ont dénoncé la stratégie cynique de l'ancien dictateur et son mépris pour la Cour. Habré est sorti le poing levé, signant le V de la victoire, applaudi par ses soutiens. Ce procès sans précédent présente un défi d'envergure pour ceux qui pensent que les dirigeants africains doivent pouvoir répondre de leurs actes et être jugés ici même sur le continent. Certains mettent aussi en cause l'actuel président tchadien Idriss Déby, chef d'état-major des armées sous le régime de Habré. Mais pour Abdel Nasser Garboua, directeur de la section des droits de l'homme du ministère de la Justice tchadien, Idriss Déby est hors de cause. Il n'y a aucun lien, parce que depuis ce ne sont que des supputations. Il n'y a aucun lien qui lie donc les services chargés de la répression du président Hissène Habré avec l'armée tchadienne. L'armée tchadienne a toujours été en marge de cette campagne de la terreur. Et c'est même insultant pour les militaires tchadiens qui se sont illustrés dans les luttes pour la défense de la patrie que de les lier à ces massacres-là. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a remporté la présidentielle et s'apprête donc à diriger le Burundi pour les 5 prochaines années. Un scrutin boycotté par les principaux partis d'opposition. L'Union africaine, qui avait appelé au report de l'élection, a envoyé des observateurs dans le pays pour empêcher une escalade de la violence. L'ONU, de son côté, a estimé que le scrutin s'est déroulé de manière largement pacifique. Le taux de participation était le principal enjeu. Bujumbura, Maud Julien. Au lendemain de l'élection présidentielle, dans plusieurs communes de la capitale Bujumbura, les voix avaient déjà été comptées à la mi-journée. Les résultats doivent être acheminés dans les prochains jours à la Commission électorale nationale indépendante. Un des chargés de centre dans une des communes affirme que le taux de participation a été plus faible que lors des élections parlementaires. Bon, c'est autour de 30 si on regarde. Moi, j'étais sur le lieu, j'ai remarqué moi-même que ça a diminué, c'était vraiment visible. Pour notre commune Rohero, c'est Agato qui est à la tête pour le moment, mais c'est provisoire. À Kamenge, un autre quartier de la capitale, le taux de participation était plus élevé. C'est un quartier qui est considéré comme un bastion du parti au pouvoir et les résultats provisoires placent le président Pierre Nkurunziza en tête. Les résultats définitifs au niveau national devraient être annoncés vendredi. Déjà, le président de la Commission électorale nationale indépendante annonce un taux de participation dans l'ensemble du pays de plus de 72%. Nous estimons provisoirement, je dis bien provisoirement, que nous aurons un taux de participation qui va vaciller entre 72 et 80%. Les provinces de l'intérieur du pays se comportent toujours différemment par rapport à la ville de Bujumbura. Bujumbura, c'est le centre des décisions politiques. Bujumbura, au cours des semaines passées, c'était des manifestations. Mais Bujumbura, la veille du scrutin, c'est-à-dire la nuit du 20, il y avait aussi des grenades qui ont été lancées. Certaines pour intimider les électeurs, mais les électeurs sont bien sortis pour aller voter, du moins ceux qui voulaient aller voter. En un mot, c'est un scrutin qui vient renforcer
la construction de la démocratie au Burundi. Et dans le reste de l'actualité africaine, ajoutons que cette semaine, Boko Haram a frappé Maroua dans l'extrême nord du Cameroun. Selon des témoins, 2 jeunes filles se seraient fait exploser, l'une sur le marché central de Maroua, l'autre dans le quartier Aoussa. Bilan, 13 morts. Le nord du Cameroun est régulièrement ciblé par les djihadistes nigérians de Boko Haram. Et puis, le président gambien Yahya Jammeh a annoncé mercredi la grâce de tous les prisonniers condamnés pour trahison entre 1994 et 2013. Cette grâce exclut bien évidemment les auteurs du coup d'État manqué de décembre dernier. Yahya Jammeh célébrait cette semaine 21 ans au pouvoir. Le président américain Barack Obama a participé ce week-end au sommet mondial de l'entrepreneuriat au Kenya. Washington veut relancer des liens économiques et commerciaux avec l'Afrique, mais c'est aussi une visite marquée par les questions sécuritaires de la région. Hélène Alex. Le Kenya et les États-Unis, main dans la main jusqu'au milieu de la mer, les entraînements de la marine. Les militaires américains apportent leur expertise dans bien des domaines sécuritaires au Kenya, alors que la menace s'accroît dans la région. Le partenariat ne date pas d'hier. Le 7 août 1998, une bombe explose à l'ambassade américaine de Nairobi. Elle a été posée par des militants d'Al-Qaïda. La menace change ensuite de visage. Lorsque le Kenya commence à intervenir en Somalie, le pays devient la cible de prédilection des milices Al-Shabaab liées à Al-Qaïda. Les États-Unis apportent au Kenya un appui militaire significatif. Nous avons beaucoup de soutien et c'est très important pour nous. Du soutien en termes de capacité de construction et d'entraînement de nos forces de sécurité. Jusqu'à présent, pourtant, cela n'a pas empêché d'autres attaques meurtrières, comme celle de l'université de Garissa cette année, la plus sanglante de ces dernières années. Mais la riposte des forces armées a plus souvent alimenté que calmé les tensions. Nous constatons un usage important de la force, une approche trop militaire du problème qui ne fonctionne pas. Nous avons besoin d'une approche plus globale. Cela aiderait les citoyens à commencer à faire confiance aux agences de sécurité. Les forces de sécurité kenyanes ont besoin de toute l'aide américaine possible et il faudra bien que la relation entre les deux pays évolue également s'ils veulent rétablir la sécurité dans la région. Je vous le disais à l'instant, Barack Obama est venu au Kenya pour le sommet mondial de l'entrepreneuriat. La ministre kenyane des Affaires étrangères, Amina Mohamed, attend beaucoup de cette visite. Sa présence au Kenya sera un signal que le pays est ouvert aux investissements, que le Kenya est et continuera d'être une lueur d'espoir dans cette partie du monde. Et je peux vous dire que ces 2 dernières années, le flux de nos investissements a presque doublé. La sécurité pour nous est un défi en raison de la menace terroriste, mais ce n'est pas le futur du Kenya, ce n'est pas un problème kényan et ce n'est pas qu'un défi kényan, c'est une menace globale. It's not just a Kenyan challenge, it's a global threat. Les autorités américaines du Texas ont publié mardi des images montrant l'arrestation par un policier blanc d'une jeune femme noire non armée lors d'un contrôle routier. Sandra Bland avait été retrouvée pendue dans sa cellule et son décès a suscité interrogation et indignation aux États-Unis. Le policier qui l'a arrêté a été suspendu. Le récit d'Abdurrahman Edia. 10 juillet, sur une voie rapide à la sortie de Houston, Texas, Sandra Bland est sommée de s'arrêter pour n'avoir pas mis son clignotant en changeant de voie. La conversation commence calmement. Le policier retourne à sa voiture. Quelques minutes après, il revient et la tension commence à monter. Et puis l'étincelle à propos d'une cigarette. I'm in my car, but I have to put out my cigarette. Well, you can step on out now. I don't have to step out of my car. Step out of the car.
Step out of the car. No, you don't have the right. Step out of the car. You do not have the right to do that. I do have the right. Now step out or I will remove you. I refuse to talk to you. Soudain, le policier sort son taser et commence à la menacer. Get out of the car. And then you I will light you up. Get out. Wow. Now. Wow. Get out of the car. Really, for a failure to signal. You're doing all of this for Get over there. Right, yeah. Yeah, let's take this to court. Let's do Go ahead. Les deux sortent du champ de la caméra, la dispute dégénère et Sandra Bland est menottée alors qu'elle insulte le policier. Elle est ensuite emmenée à la prison du comté. 3 jours plus tard, juste après 9h du matin, le 13 juillet, elle est retrouvée pendue dans sa cellule. Les tentatives de la ranimer resteront vaines. Une enquête a été ouverte sur son décès par le procureur du district. La police est accusée d'avoir trafiqué la vidéo originale. La famille de Sandra Bland, de son côté, demande une autopsie indépendante pour déterminer les causes du décès. Il ne croit pas à la thèse du suicide. Un siècle d'histoire de l'art congolais exposé à Paris à la Fondation Cartier. Congo Kitoko Bote Congo montre la vitalité culturelle de la République démocratique du Congo à travers la peinture ou la musique. Visite guidée, Léon Ouedraogo. C'est une première. Jamais encore autant d'artistes de la République démocratique du Congo n'avaient été réunis sous un même toit. Ici, en l'occurrence, celui de la Fondation Cartier, une galerie qui célèbre depuis plusieurs années la mémoire vive de l'Afrique. Congo Kitoko réunit plus de 300 œuvres, représentées sous différentes formes, de la peinture à la photographie. En lingala, Kitoko signifie beau. Car tout au long de cette exposition, les organisateurs nous font découvrir la République démocratique du Congo sous un autre angle. Loin des clichés et des idées préconçues, ils nous font découvrir un pays vibrant, plein de vie. Cette exposition, c'est une invitation à revivre près d'un siècle d'histoire de l'art contemporain congolais. Et ce voyage commence en 1926, en pleine colonisation. La date de départ de 1926 a été choisie parce que c'est considéré comme étant le début de la peinture dite moderne au Congo. On appelle les premiers peintres congolais les précurseurs parce que en fait, c'est tout simplement les premiers peintures sur papier connues de l'histoire de l'art congolais. Et ces artistes ont été trouvés par un administrateur belge qui s'appelait Georges Thierry, qui a découvert leurs peintures sur les cases au Congo, à Katanga, la province de Katanga. En un trait de crayon ou de gouache, les artistes mettent en scène Kin Label, peignent leur quotidien, mais traitent aussi de questions politiques ou sociales. Comme dans les tableaux en acrylique à la fois poétiques et politiques de Chéri Samba. Moi, j'aime interpeller les consciences des gens, qu'ils se reconnaissent. Il y a des choses que les gens n'aiment pas qu'on dise, alors que les choses qui font mal aux gens, ça, il faut les dire. Si la scène contemporaine de la RDC est essentiellement connue à travers des artistes comme Chéri Samba ou Chéri Chérin, la jeune génération n'est pas loin, prête à faire le grand saut dans l'arène artistique. Pourtant méconnus du grand public, ces artistes ont réussi à traverser le temps et poser les bases de l'art congolais d'aujourd'hui. Et pour terminer, je vous amène aux Philippines pour un cours de Zumba géant. Et c'est parti. C'est le record de la plus grande session de Zumba jamais organisée. 13 000 personnes ont participé à ce cours de gym dans la ville de Mandaluyong. La Zumba est un mélange d'aérobic, de salsa et de hip-hop à des millions d'adeptes dans le monde. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur le téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.